Merci, bonsoir à tous. Et j'ai un clicker, c'est celui-ci? Ouais, super. Donc Gilles Lucrèce, Microsoft, moi j'en charge les solutions industrie chez Microsoft. Et Yann, qu'on vient de voir là, voilà, il va se présenter et il est donc de chez Machine. Bonsoir. Bonsoir à tous, Yann Palenchon, donc du groupe Pages, constructeur de machines et de solutions d'automatisation. Voilà. Et on travaille avec Yann depuis maintenant 2 ans sur ces différentes... Attends, hop, je finis de l'introduire. Sur en fait le passage le passage au digital de l'entreprise Machine Pages. Et donc de tout ce qu'a présenté Emmanuel, nous on va être plus pragmatique. Donc il y a plein de belles choses qui se font, mais en fait la transformation digitale des industriels, c'est une réalité aujourd'hui. Et on va voir avec Yann en fait un passage en 2 étapes. La première étape de Yann, ça a été la volonté de transformer ses produits industriels pour ses clients. D'accord ? Et sa deuxième étape, ça a été de transformer ses processus industriels. On va commencer par une petite vidéo de cette première étape et qui vous permet de comprendre ce que fait Machine Pages pour vous camper le contexte. Machine Pages a été créée en 1984. C'est une société qui est spécialisée dans la dépose d'étiquettes IML et la décharge de presse injectée pour faire une barquette ou un couvercle, en tout cas un objet monomatériau décoré. Nos clients, c'est des fabricants de margarine, de yaourt, de ketchup, toutes les denrées alimentaires qui sont emballables dans du plastique injecté. Machine Pages réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'export, essentiellement sur le continent nord-américain. Australie, en Afrique, depuis peu en Russie et en Chine, on couvre quasiment l'intégralité de la planète. Le plus important pour les clients, c'est la rapidité de la machine, le nombre de pièces qu'on va pouvoir produire, de pièces conformes. Ce que cherchent nos clients, c'est effectivement de la précision, de la productivité et une vitesse d'exécution. Ce qu'ils cherchent également, c'est de la constance, de la fiabilité. Notre ambition, c'est des machines toujours plus précises, toujours plus performantes, toujours plus rapides. Donc avoir des machines connectées, ça semble évident pour être sûr d'avoir un suivi régulier et en temps réel de toutes les machines dans le monde entier. 3 enjeux. Le premier, c'est le suivi de productivité. Le second, c'est le suivi de maintenance. Et le troisième, c'est le besoin de formation. Le but, c'est vraiment de s'assurer que notre client utilise toujours la machine aux mêmes performances que le jour où on a fini l'installation et pouvoir alerter nos clients au moindre dysfonctionnement, voire même un petit peu avant le dysfonctionnement. Concrètement, on part d'un PC Windows, on part sur l'IoT Hub d'Azure et sur des outils de visualisation également Azure Power BI qui permettent d'avoir vraiment une surveillance en temps réel de la machine, aussi bien sur ses performances que sur le milieu de production. Il y a 2 versions dans cette appli. Il y a une version PC, plus pour les managers, on va dire, les directeurs de production. L'appli mobile, elle, pour les opérateurs sur ligne. Le but, c'est de pouvoir recouper des données environnementales avec des données de production. On sait d'expérience que certaines données comme la température ou l'humidité ou la localisation peuvent influer sur la productivité de la machine. Donc le but, c'est vraiment de réussir à quantifier tout ça. Très concrètement, on pourrait conseiller nos clients sur une production plutôt qu'une autre en fonction de la météo de la semaine suivante. J'ai plus de déchets lorsqu'il pleut sur le parfum de chocolat. Je vais décider de faire plutôt la vanille pour les 2 prochains jours puisqu'il est prévu de pleuvoir. Pour nous, la seule solution capable de répondre à la collecte d'informations, au stockage et à la mise en forme, pour nous, il n'y en avait qu'une, c'était celle offerte par Azure. C'est vraiment une solution qui est complètement intégrée de A à Z. Ce qu'on aimerait dans l'avenir, c'est que les clients se reposent également sur nous pour la surveillance de leur machine. La plupart de nos techniciens sont effectivement en intervention sur site très régulièrement et ont souvent besoin de support d'ingénieurs qui sont situés en France. Donc c'est vrai que si on pouvait les équiper de cases de réalité mixte, on pourrait probablement augmenter notre efficacité sur site. On est en prise directe avec Microsoft aujourd'hui qui nous ont permis de développer cette application mobile. Par rapport à nos concurrents, on a pris de l'avance. On va plus loin dans ce que l'on offre à nos clients et on est précurseur dans ce que l'on offre à nos clients.
Donc voilà le contexte dans lequel s'inscrit Machine Paget, c'est ce qu'on a pu faire avec eux sur la valorisation de leurs données industrielles qui les ont permis de se différencier dans leur offre par rapport à leurs concurrents et sur leur marché. Là, je reviens 2 minutes sur le dernier rapport du World Economic Forum, donc, qui date de janvier, qui a été présenté à Davos, et qui montre l'évolution de l'industrie 4.0 sur ce qu'ils ont appelé des lighthouses. Donc c'est une soixantaine d'industriels qui sont suivis et qui sont présents dans le rapport depuis maintenant 2 ans pour présenter qu'est-ce qu'ils ont implémenté en industrie 4.0 et quels sont les effets que ça a sur leur business. Mais vous voyez que les effets sur le business sont plus de l'ordre du pourcentage. On ne parle pas de 1, 2, 3, 4, 5%. On parle de 11%, 80%, 55%. Donc le résultat de cette étude, c'est qu'au bout de 2 ans maintenant, l'impact de l'industrie 4.0 sur les industriels, c'est plus du forward-looking, c'est plus du demain, c'est maintenant, et ça a des effets en double décimal. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Autre élément identifié dans le rapport, c'est que malheureusement encore 70% des entreprises restent à l'étape du POC, du Proof of Concept, et ont du mal à passer à l'industrialisation à l'échelle. Et donc c'est ça aujourd'hui le grand frein de l'industrie 4.0, c'est la volonté de tester des choses pour vérifier qu'il y a un bon ROI sur l'affaire, mais en même temps c'est l'incapacité à passer en mode déploiement industriel sur l'ensemble de ces sites et l'ensemble de ces cas d'usage. Il est où le récepteur? Voilà. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on voit de la clé du succès du passage à l'échelle, c'est la simplicité et le passage à coût incrémental. Et pour ça, il faut faire 2 choses. Il faut avoir mis en place une plateforme qui va permettre de prendre des premiers cas d'usage et d'embarquer les seconds cas d'usage à coût minimal. Et puis, il va falloir aussi penser en mode organisationnel. C'est-à-dire que cette industrie 4.0, elle amène des changements organisationnels. Et dans les 2 cas, il faut vraiment le faire petit à petit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre en chambre noire ou en tour d'ivoire et se dire voilà comment j'ai complètement transformé mon usine ou mon mode de production. Mais vraiment le faire par petites étapes en prenant 1 ou 2 cas et faire en sorte en revanche que ce cas qu'on implémente, on l'implémente sur quelque chose qui sera ensuite industrialisable. C'est-à-dire que les cas suivants viendront se greffer là-dessus. Et ça veut dire qu'il faut avoir pensé le chemin de la data, le chemin de la donnée derrière, de manière effectivement industrialisable, donc qu'il soit de l'acquisition, du stockage, du traitement, pour ensuite aller à de la visualisation qui fait de l'action. Et sur la partie humaine, c'est la même chose. Quand on prend chacun de ces petits cas d'usage, les faire en mode collaboratif, donc de la même manière, pas avoir l'IT qui va faire un cas et qui ensuite va peiner à l'implémenter dans l'usine, mais dès le début, fonctionner ce qu'on appelle en mode Scrum ou mode Agile, avoir des petites équipes qui vont impliquer les différents métiers et qui vont co-construire la solution avec l'objectif métier qui vient derrière. Parce qu'effectivement, et on le verra en dernière étape, le point, c'est qu'aussi, et Emmanuel le mentionnait, il y a effectivement des changements humains qui s'accompagnent. On parle en tout avec l'IA, non pas de destruction d'emplois, mais de 58 millions de création d'emplois. Donc il y a vraiment quelque chose à faire sur l'accompagnement des personnes aujourd'hui, sur la compréhension de l'IA, le changement dans leur métier, et de voir comment est-ce qu'on peut anticiper ce mouvement. Donc si vous voulez, on va voir ces 3 composantes-là. 1, le chemin de la donnée et comment faire en sorte qu'on ait quelque chose d'industriel. 2, quelques cas d'usage qui aujourd'hui sont les cas les plus pertinents qui ressortent de l'industrie. Et 3, qu'est-ce que ça veut dire sur la formation des personnes dans l'industrie. Merci, apparemment cliquera. Donc ça, c'est le dashboard de l'outil proposé à leurs clients par Machine Paget. Donc si tu veux bien, Yann, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur ce premier pan l'exploitation de la donnée, donc acquisition, stockage, visualisation et possibilité de la rendre actionnable. Comment est-ce que tu as pu procéder soit pour tes équipements connectés, soit pour ton usine? Alors, dans un premier temps, l'histoire est plutôt venue d'une réponse qu'on a voulu apporter à nos clients. En tant que constructeur de machines, on a eu assez rapidement des demandes de clients qui nous disaient on aimerait bien savoir si la machine tourne bien quand on n'est pas à l'usine, comment ça s'est passé sur les 5 derniers jours, 6 derniers jours, etc. De la donnée, on en a toujours eu naturellement. On fabrique pour la plupart du temps
des machines qui sont commandées par des automates programmables. Donc voilà, des capteurs, il y en a beaucoup. Et de la donnée, on en a toujours eu. Par contre, elle était jusqu'à il y a très peu de temps cantonnée à l'utilisation propre et au fonctionnement de la machine. Donc l'idée, c'était d'abord décloisonner la donnée et pouvoir la remonter. Donc je ne vais pas redire ce qu'il y avait dans la vidéo, mais la première partie, c'était déjà de remonter la donnée dans le cloud. Souvent, les clients, au départ, nous demandaient de remonter de la donnée éventuellement sur leur réseau local. En général, en discutant et assez rapidement, on prend la mesure de tout ce que peut offrir le cloud. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, dès le début, la décision avait été prise de remonter la donnée sur le cloud, dans Azure, tout simplement dans de la base de données SQL qui parle à tout le monde. Et ensuite, de pouvoir offrir soit sur mobile, soit sur PC, des dashboards différents en fonction des usages et des clients. Donc le dashboarding, il s'est fait assez facilement. On a des clients qui maîtrisaient déjà un petit peu Power BI, à qui finalement on ne fait qu'ouvrir les bases de données SQL remplies par la machine. On peut avoir des clients qui ne sont pas forcément à l'aise ou capables de faire du dashboarding tout seul. On peut assister avec Power BI, ou on l'a vu dans la vidéo, on peut aller jusqu'à fournir l'application mobile pour qu'elle colle le plus possible à l'utilisation du client. Merci. Donc la donnée qui est en silo, qui avec ces technologies sont capables d'être agrégées, et quand la donnée est agrégée, on est capable de la rendre intelligible et de faire des services à valeur ajoutée comme le dashboard pour les clients que propose Yann. La deuxième grande composante, c'est quels sont les scénarios qui commencent à émerger une fois qu'on a récupéré cette donnée finalement. Qu'est-ce qui sort et qui est intéressant pour l'industriel. D'un point de vue global, je vais encore me référer au rapport du World Economic Forum de janvier, où si vous êtes intéressé, vous verrez une liste des KPI, donc des Key Performance Indicators, qui sont prouvés par l'ensemble des 60 entreprises qui font partie du rapport. Donc si vous êtes intéressé de savoir où sont les grandes poches de gains que vous trouvez dans l'usine, ce rapport est une source très intéressante. Mais sinon, en gros, les 4 grands scénarios qu'on voit assez classiquement ressortir, c'est premièrement parce qu'on a enfin de l'information qui vient des machines et qu'on peut corréler ces informations, on est capable de visualiser ce qui se passe et du coup, à partir du moment où on visualise, on est capable de beaucoup mieux planifier. Et Yann va un petit peu vous expliquer ce qu'il en est pour eux. Deuxièmement, c'est tout ce qui tourne autour de la maintenance ou de l'utilisation des équipements. Donc maintenance, on parle bien évidemment de maintenance prédictive. Et Yann propose de la maintenance prédictive sur les équipements à ses clients, mais aussi sur l'utilisation de ses ressources en interne et comment est-ce qu'il arrive à mieux utiliser ses ressources en fonction des informations qui lui sont remontées des systèmes. Le troisième point, et on ne voit pas trop chez Yann parce que c'est plutôt lui dans l'industrie du discrete, dans l'industrie du process, c'est tout ce qui est recettes de cuisine. Il y a énormément d'intelligence dans les processus industriels aujourd'hui sur un mélange de taux d'oxygène, de température, de qualité de matières premières, etc., etc. Et ça, maintenant, on arrive à le modéliser. Et en le modélisant, on est capable comme ça de prendre le meilleur de ce que les personnes ont été capables, au fur et à mesure de l'expérience, de comprendre comme étant la meilleure combinaison de ces paramètres. Et non plus, comme le disait Emmanuel, de donner quelque chose qui soit une obligation à la personne pour implémenter ce jeu de paramètres optimal, de la recette de cuisine qui fonctionne, mais au contraire de proposer une interface qui va lui faire des recommandations. Et la notion de recommandation plutôt que d'obligation est importante parce que, et Emmanuel le mentionnait, la donnée qui remonte n'est pas forcément toujours de qualité extraordinaire. Et donc il faut que l'humain reste capable de se dire la recommandation que me donne l'outil, non, elle est pas bonne. Elle est pas bonne parce que je sais que la machine elle s'est arrêtée entre 1h et 2h du matin. Donc il y a des zéros qui sont remontés dans le système et donc forcément le modèle d'IA il a été pollué. Et quand le modèle d'IA nous demande de faire de la maintenance maintenant, non, je ne vais pas le prendre en compte parce que je sais ce qui s'est passé cette nuit. Donc il y a vraiment cette notion d'outils de recommandation, mais une distance à garder par rapport à cette recommandation, et donc une intelligence à avoir par rapport à l'intelligence de l'IA. Et le quatrième élément qui est intéressant dans ces scénarios, c'est tout ce qui sera détection de défauts.
Et en particulier, donc d'énormes progrès sont faits sur la reconnaissance visuelle et on voit de plus en plus implémenter chez les industriels la possibilité, en prenant des photos ou des vidéos du processus industriel, d'être capable d'identifier des pièces en défaut suffisamment tôt dans le processus pour qu'elles ne viennent pas polluer la fin du processus. Et ça coûte moins cher en matière première, puisqu'au final, on n'a pas amené une pièce défectueuse jusqu'au bout de sa fabrication. Du coup, les scénarios d'usage les plus importants que tu vois dans l'usine ou sur le terrain, Yann, est-ce que tu voudrais partager ton expérience ? Alors, il y en a plusieurs. Je vais partir sur la dernière que tu as citée, qui est la reconnaissance visuelle et l'IA dans la vision industrielle pour nous. Il y a énormément de progrès qui sont faits et c'était jusqu'à maintenant relativement difficile de vendre des systèmes de vision industrielle qui sont malgré tout complexes à des industriels qui avaient des changements de recettes ou de décors. Alors, encore une fois, dans notre situation, c'est des décors d'emballage alimentaire qui sont extrêmement changeants en fonction des pays, des promotions, etc. Et lorsque vous faites une analyse de défaut sur ce type d'emballage, c'est souvent très lié et influencé par le décor lui-même. Donc, il fallait beaucoup de personnes formées pour pouvoir régler le système de vision d'une production à l'autre. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et les algorithmes qui peuvent tourner en edge, du coup, au pied de la machine, on peut, par des biais d'apprentissage, quasiment imiter une réflexion humaine. Lorsque vous voyez un défaut dimensionnel ou un éclat sur un emballage, que l'emballage soit pour du chocolat ou pour de la vanille, pour quelqu'un, ça ne fait aucun doute que c'est le même type de défaut. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas facile à faire en vision industrielle classique, et aujourd'hui, les algorithmes qui sont disponibles et qui fonctionnent, puisqu'on en a plusieurs qui fonctionnent, avec un apprentissage de défaut, arrivent à reconnaître le même défaut, mais sur des décors différents. Et là, c'est forcément beaucoup plus facile d'amener des systèmes de vision et de les multiplier sur des lignes de production sans avoir à multiplier le nombre d'ingénieurs qui sont d'ailleurs en vision très difficile à trouver sur une ligne de production. Donc ça, à mon avis, lié directement à l'intelligence artificielle, c'est une des progressions que je note les plus sensibles et avec le plus d'intérêt chez nos clients. Après, on intègre pour des clients de la cobotique, de l'AIV. Ça, c'est également des solutions qui sont très liées à l'intelligence artificielle et qui sont aussi très disruptives chez nos clients. Mais du coup, avant d'aller sur l'IA, il y a des grands gains pour toi autour d'une meilleure utilisation des machines, planification, équilibrage des charges, etc., qui te sont permises grâce à la remontée des informations. Oui, chez nous, on fabrique, on livre des machines chez les clients, mais on les fabrique également. Donc, on a toute une chaîne de production interne qu'on a voulu évidemment aussi connecter. Donc, aujourd'hui, tous nos centres d'usinage qui sont connectés, qui remontent leur temps d'utilisation, leur temps de pause, et qui nous proposent, je dirais, des statistiques assez précises des temps de fabrication et des temps de disponibilité d'outils. Donc évidemment, quand on a les temps de fabrication très précisément et les temps de disponibilité, on peut optimiser les plannings. C'est également le cas, on fait aussi de la fabrication additive avec de l'imprimante 3D. Donc, l'imprimante 3D, c'est de la nouvelle technologie, donc c'est hyper connecté, avec par exemple les possibilités d'être alerté sur les fins de matière, sur les changements de matière, sur le temps de séchage des pièces. Donc voilà, tout ça, c'est un ensemble de machines qui sont connectées et qui permettent d'agréger de la donnée pour nous sur Azure et qui nous permettent du coup d'être beaucoup plus fins dans les programmations et dans l'ordonnancement de fabrication. Merci. Et donc le dernier grand pendant, c'est comment est-ce qu'on accompagne les opérateurs, et en particulier donc tout le sujet de la formation. Dans cette formation, ce que je disais tout à l'heure, c'est la distanciation par rapport au mythe.
Et puis deux, comment très concrètement on peut accompagner, on peut accompagner ces formations. On en parlait, enfin Emmanuel en parlait de manière un petit peu futuristique avec les lunettes de réalité augmentée. Qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui de ces lunettes de réalité augmentée, Yann? Alors c'est pas, enfin pour nous c'est finalement pas le futur, c'est le présent. Hein. Chez nous, elles ont relevé 2 challenges. Le premier, c'est l'imbrication de plusieurs types de machines pour réaliser une ligne de fabrication qui nécessite visuellement parfois de pouvoir tout simplement se rendre compte dans une usine, et c'est le slide que vous avez à l'écran, de se rendre compte dans une usine si on a un intérêt à faire passer des chemins de câbles entre machines à un endroit ou à un autre, d'avoir l'avis des clients, l'avis des techniciens qui sont tous les jours en opération sur le site, qui puissent facilement, en mettant les lunettes de réalité mixte, se rendre compte et nous donner leur avis et leur volonté. Donc ça, c'est le pendant purement conception. Et puis, on a un pendant formation et assistance qu'on utilise quasiment tous les jours et qu'on a eu surtout énormément d'intérêt à utiliser depuis le rachat. On a fait de la croissance externe ces dernières années. Et quand on a maintenant, on représente plusieurs marques, non plus seulement Machine Pagès, mais d'autres marques. Quand on doit croiser les techniciens sur site, c'était très très difficile de passer tout le monde en formation sur toutes les marques. Il faut une courbe d'apprentissage et le fait d'avoir HoloLens et de pouvoir assister les techniciens pour qui parfois c'était la première fois sur certains types d'interventions, ça nous a aidé à être efficaces, enfin surtout les techniciens à être efficaces très rapidement sur site, malgré leur peu de connaissances à l'instant T sur la machine. Merci. Rappelle-moi, Machine Pagès, il y a 1 an ou 2 ans, c'était combien de personnes? Alors, il y a 3 ans, c'était une petite cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, c'est 175 pour le groupe. C'est plusieurs sites en Hollande, plusieurs sites en France. Et c'est un chiffre d'affaires qui a plus que doublé en 3 ans. Voilà. Donc, ce qui est impressionnant par rapport à ces chiffres-là, c'est de se dire que, cette révolution industrielle, elle n'est pas réservée aux plus gros. Au contraire, elle est vraiment disponible pour tous. Il suffit vraiment de s'emparer du sujet. Et deuxièmement, cette révolution, elle permet une véritable croissance, si on s'y prend bien. Là, le taux de croissance de Yann est impressionnant. Et il me disait, mais tu peux peut-être le répéter par toi-même, Yann, la facilité que vous avez eue à grandir grâce à ces technologies qui ont finalement homogénéisé tout le monde et facilité l'absorption de ces entités qui étaient très diverses et variées. C'est jamais facile de grossir. Hein. Je pense que les gens qui sont dans la salle, qui ont eu des expériences de croissance externe le savent. C'est jamais facile de grossir. Par contre, quand on a pris la stratégie du cloud, du mobile, et qu'on a cultivé un petit peu le terrain, c'est beaucoup plus facile. C'est souvent en plus des solutions qui sont très facilement mettables à l'échelle. C'est beaucoup plus facile d'accueillir des nouveaux venus et de partager du contenu quand on a déjà toute une infrastructure, enfin du moins toute une logique qui est basée sur, alors moi je vais l'appeler l'industrie 4.0, on l'a vu tout à l'heure, elle a beaucoup de noms, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je pense qu'on n'aurait pas réussi à croître aussi vite sans toutes ces solutions déjà déployées. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions? C'est à la fin, super. Merci beaucoup Yann. Merci à vous. Merci.